Grande est notre joie de vous retrouver aujourd'hui pour parler histoire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans une page d'histoire consacrée à la société civile. Comme vous le savez bien, l'histoire de la République démocratique du Congo est marquée par la colonisation, l'indépendance, la dictature, les transitions politiques difficiles et les conflits armés. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans ces plateaux d'une page d'histoire le fondateur de l'Azado, une des structures qui a milité et œuvré pour le bien-être de la population. Pendant toute cette période des bouleversements qu'a connu notre pays, l'Azado était la voix du peuple. Notre invité, c'est M. Guillaume Ngefa. Il est le fondateur de l'Azado. Avec lui, nous allons retracer l'histoire de l'Azado, son rôle, les combats qu'elle a eus, et puis nous allons parler des acteurs de la société civile. Merci, M. Guillaume Ngefa, d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, M. Guillaume Ngefa, c'est quoi la société civile? D'abord, merci de m'avoir invité pour donner notre pan de l'histoire de la société civile en République démocratique du Congo. Malheureusement, l'histoire de la société civile du Zaïre de la République démocratique du Congo n'est pas écrite. Et je pense que cet exercice va constituer une contribution, et j'espère que vous allez encore inviter d'autres acteurs de la société civile pour qu'ils puissent aussi donner leur version du rôle de la société civile dans la démocratisation du pays. C'est important puisque cette société civile aujourd'hui, elle est mise de côté, alors qu'elle a joué un rôle de premier plan dans la contribution, bien sûr, de la démocratisation de notre pays. Bon, pour répondre rapidement à votre question sur la définition de la société civile, c'est très difficile de définir le terme société civile en raison de son sens contextuel et aussi en raison de l'histoire, comment ces organisations ont été considérées comme la société civile. Mais en ce qui nous concerne, on peut tout simplement dire que la société civile, c'est l'ensemble des acteurs sociaux qui ne relèvent pas de l'État, encore moins des secteurs privés à but lucratif. Ça, c'est essentiel. Très bien. Et cette société civile comprend des individus, des individualités, des personnalités, des organisations organisées en association, des syndicats, l'association de médecins, des paysans, ainsi de suite. Donc, c'est l'ensemble de ces acteurs qui ont choisi de défendre leurs intérêts dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance politique, la gouvernance du pays, et influencer justement le pays dans le bien-être général. Et donc, on peut trouver des associations de la société civile qui défendent les droits de l'homme. Tel a été le cas de l'association zaïroise des droits de l'homme, qui est devenue par la suite l'Azado. Les cas des organisations paysannes, comme Adikivu ou Solidarité paysanne. Mais ici, il y a quelque chose à dire, c'est que la société civile telle que nous l'avons connue a commencé d'abord dans notre pays par les individualités. Avant l'indépendance, le cardinal Maloula et les autres, ils ont été à la base de l'indépendance. Donc c'est déjà, ils avaient construit en société civile des individualités qui ont influencé à un moment donné l'histoire de notre pays pour atteindre un objectif précis. La société civile telle que elle est structurée aujourd'hui date de 90, de 1990. En termes d'origine, les premières organisations de la société civile sont nées au Sud Kivu et au Nord Kivu. Je pense que
il faut aussi reconnaître cela, Pierre Lumbi a été la première personne qui a créé une organisation paysanne qu'on appelle Solidarité paysanne. C'était une structure qui avait comme objectif d'organiser la société civile, des paysans autour de leurs objectifs pour contribuer justement au développement au niveau de la base. On a eu Adi Kivu avec Amouli. Et ces sociétés civiles, la caractéristique, c'est qu'elles s'occupaient essentiellement des questions de développement. Mais non, il y a eu les organisations de la société civile qu'on considère le mouvement des droits de l'homme. Le mouvement des droits de l'homme n'était pas dans la mouvance des organisations de développement, mais était dans une mouvance de contribuer à changer les choses, à contribuer à la démocratisation du pays. Et ça a été le rôle de l'Azado. L'Azado, une organisation de la société civile qui figure dans notre pays depuis des décennies. Expliquez-nous un peu, c'est quoi l'Azado? Bon, qui est devenu aujourd'hui ASADO. Oui, l'Azado, c'est l'association zaïroise de droits de l'homme qui est devenue par la suite, en raison du changement de nom du pays, l'association africaine de défense de droits de l'homme. Mais faisons un peu de l'histoire et de l'historique. L'Azado n'est pas une création spontanée. Voilà. D'où vous est venue cette idée? Ça n'a pas été une création spontanée. L'Azado est né à l'université de Kinshasa pendant la période de clandestinité et elle a été la suite logique de certaines organisations qui étaient nées. D'abord le Club des Africanistes qui était à l'université parce qu'à cette époque-là, tout le monde devait être membre de la GMPR, la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution. Nous, avec certains de nos collègues, on n'était pas de ces mouvements, donc on n'acceptait pas d'être membre de cette jeunesse politique. Donc on a commencé notre contestation en organisant des conférences sur des questions africaines. Et puis bien sûr, en 86, en raison du tribalisme qui était ancré à l'université, surtout lors des élections du dirigeant de la GMPR, l'université était divisée entre ce qu'ils appelaient le bloc Est et bloc Ouest. Et le bloc Est, ça couvrait les régions du Chaba à l'époque, le Kivu. Donc ça couvrait l'Est du pays, mais les anciennes provinces. Ouais. Et les deux Kasaï qui étaient toujours entre Est et Ouest. Et puis, bien sûr, l'Ouest était composé de toutes les régions qui ne parlent pas le swahiliphone, etc. Okay. Donc, à l'approche... Oui, Bandundu, Équateur. Congo central à l'époque, Congo central, Bazaïr. Voilà. Et d'autres. Et cette division en blocs a créé énormément de cassures sur l'unité nationale du pays à l'université. Ça a créé des divisions et ça a amené la violence. La violence. Et nous nous sommes dit, avec quelques collègues, qu'il fallait mettre un terme à cette question. Donc, pour la première fois dans l'histoire du Zaïre à cette époque-là, il y a eu un mouvement qui s'est présenté aux élections de la GMPR en se disant que on ne s'identifiait pas à la GMPR, mais en tant qu'un mouvement autonome, pour lutter contre le tribalisme, la coterie, ainsi que l'hégémonie de tout ce qui est séparatisme, etc., et promouvoir l'unité, les valeurs académiques, ainsi de suite. Malheureusement, ce mouvement a été victime de la répression du directeur de l'époque, Bingoto Mandoko Mapea, paix à son âme. Je reconnais beaucoup d'un ami, Pascal Kambale, qui a toujours été avec moi dans tous ces combats. Donc nous avons commencé à promouvoir les droits de l'homme, qui était en ce moment-là le thème le plus important. Droits de l'homme, c'est lutter contre la dictature, ça c'était essentiel pour nous.
de promouvoir les droits de l'homme, de dénoncer les arrestations qui s'opéraient à l'université de Kinshasa, transmettre ces informations auprès des organisations internationales des droits de l'homme et des diplomates. Et donc, c'est comme ça que l'Azado est né dans la clandestinité. Et puis, dans d'autres instituts, il y avait une personne qui lui faisait un travail beaucoup plus... Il avait son journal pour collecter toutes les informations sur les violations des droits de l'homme. Et c'était La Voix des Sans-Voix, qui était plutôt un journal tenu par Tchebeya. Et au lendemain de la proclamation de la démocratisation, alors on s'est décidé tout de suite que l'embryon de l'Azado qui était là puisse maintenant se transformer en un mouvement de droits de l'homme. Au mois de mai 1990, l'Azado était créé. Et nous avons personnellement attendu le 10 janvier pour que nous puissions... D'abord, il fallait faire les formalités au niveau du ministère de la Justice, et puis ensuite, il fallait attendre le 10 janvier pour la sortie officielle. C'est comme ça que l'Azado a été créé formellement, sortie officielle, le 10 janvier 1991. Mais l'organisation était déjà créée en mai 90 immédiatement. 10 janvier, c'est parce que, bon, je suis catholique et 10 janvier, c'est la fête de Saint-Guillaume. Saint-Guillaume, oui, qui est mon nom. C'est pour cette raison qu'on a sorti le 10 janvier. Et la particularité de l'Azado, c'est que c'est une organisation dont les membres fondateurs sont venus de toutes les régions du pays. Okay. Avec une seule femme, c'est Sylvie Elengue qui était l'une des fondatrices. Vous êtes le fondateur de l'Azado. Oui. L'idée est partie de vous. Oui, bien sûr. L'idée est venue de vous. Oui. Alors dites-nous, qui était au départ avec vous? Il faut rappeler que l'Azado, c'est un exercice collectif. Je suis certes la personne qui a eu l'idée, mais il y a eu la contribution énorme d'autres amis pour créer. Nous avions voulu créer une organisation structurée. Et l'Azado, c'est la première organisation structurée, avec des statuts clairs. Okay. Bien sûr, c'était composé essentiellement des juristes, la majorité. Nous avions des médecins, des journalistes, des politologues, des philosophes, ainsi que d'autres formations. C'est pour cette raison-là qu'on a été la première organisation à créer des commissions. L'Azado avait comme pilier des commissions. Il y avait la commission des juristes, la commission de médecins, la commission de journalistes. Pourquoi ces trois commissions? Puisque nous avons estimé que pour faire avancer la question des droits de l'homme, l'apport de journalistes était essentiellement important. Oui. Sylvie Elengue, qui était la première femme. Aujourd'hui, DG de la RTNC. DG de la RTC. Pour la saluer. Oui, oui. Elle va pousser que nous puissions mettre un accent particulier sur les questions des femmes. À cette époque-là, il y avait seulement une seule organisation de femmes. C'est le FDD de Madame Kalonji, qui était là, mais son organisation n'était pas structurée, seulement l'organisation des conférences, etc. Mais nous avons voulu intégrer les questions de femmes et enfants dans notre approche du droit de l'homme. Et d'ailleurs, l'Azado aussi va aider à la mise en d'une autre organisation qu'on a appelée l'Isadel, qui s'est inspirée de l'Azado, et l'Azado l'a soutenue, ainsi de suite. On avait des organisations affiliées. Donc, c'était une organisation composée à peu près de plus de 250 avocats. Des organisations de la société civile qui étaient affiliées, y compris les commissions de justice et paix de l'Église catholique, Justice et Libération de Kisangani, qui a fait une alliance avec nous. Et nous avons aussi créé la première section locale à Lubumbashi. Et c'est un certain Johnny Moulomba, un Fwamba, qui a mis en place cette première section. Et on a eu des relations très étroites avec Maître Mbouyou, parce que Maître Mbouyou avait créé le Centre des droits de l'homme à Lubumbashi, qui a aussi joué un rôle très très important.
voyez, dans la démocratisation du pays. Là, vous avez parlé des commissions. Mais je voudrais avoir quelques noms. Pascal Kambalé. Oui, il y avait Pascal Kambalé, oui. Il y avait Sylvie Elengue, il y avait José Ndjemoti, David Banza, des journalistes Ekele qui était, il y avait Ekele qui était là, et puis Dr Mbwebwe qui s'occupait de la commission de médecins. Il y a eu Lukamba Muganza qui était là. Et il faut reconnaître aussi que Kambalé était à la base de la création de plusieurs sections, parce qu'il était en tant que vice-président, il était en charge des activités de l'expansion de la ZADO sur l'ensemble du territoire. Et on a eu la ZADO Bunia, on a eu la ZADO Butembo, Beni, Mungore Jipa, Lazado Kananga, Lazado Mbujimai, Lazado Bassankusu, Lazado Gungu, ainsi de suite. Donc on avait quand même... Donc Lazado était national implanté dans toute la République démocratique du Congo, on retrouvait dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Quelles étaient les valeurs prônées par Lazado? Bon, d'abord, c'est le respect de l'être humain. Et ça, c'est essentiel. Il y avait énormément d'arrestations arbitraires. Il y avait une répression systématique du régime Mobutu sur les voix dissidentes, notamment les gens de l'IDPS, le PALU et autres. Donc nous voulions d'abord le respect de l'homme avec ses droits, premièrement. Deuxièmement, pour nous, sauver les victimes, faire en sorte que les victimes dont les droits étaient totalement bafoués, bon, on n'a pas eu beaucoup, quelques cas de viol. Il n'y en avait pas vraiment beaucoup si on compare avec l'arrivée de Kabila père et la présence des troupes rwandaises, des AFDL, là où le viol est devenu crime de guerre. Pour nous, l'essentiel était de donner de la dignité à ces personnes. Donc, l'une des valeurs, c'est la dignité humaine. C'est vraiment essentiel. Et puis, enfin, comment nous pourrions contribuer à changer les choses, à faire en sorte que les droits de l'homme soient un objectif pour l'État. Parce que l'objectif ultime de l'État, c'est assurer la protection des droits de ses citoyens. Ça, c'est fondamental. Quand vous étiez en train d'exercer tout ça, vous étiez encore étudiant? Non, il y a eu la phase au début historique de la création? Non, la phase de la clandestinité, on l'a fait depuis 86, jusqu'on a terminé en 88. Ah ouais. Et en 90, déjà, en mai, là, nous avons créé, on n'était plus, donc, on était les jeunes activistes, les jeunes avocats, ainsi de suite, et moi-même, j'étais aussi avocat. Donc, nous avons pousser cela. C'est pour cette raison-là que, vous allez voir, quand il y avait des arrestations des gens, notamment les militants de l'IDPS ou des PALU, c'est la commission de juristes, qui était essentiellement composée des avocats, qui les assistait gratuitement devant les causes des tribunaux, y compris les tribunaux militaires. Moi-même, j'ai plaidé devant les tribunaux militaires, ici, pour les défendre. Nous avions un service d'enquête avec un certain Amigo, qui lui suivait systématiquement et documentait toutes les arrestations arbitraires. Nous sommes allés au-delà de ça, parce que bien sûr qu'au début, nous avions mis l'accent sur le droit civil et politique. Mais par la suite, on a ajouté les droits économiques et sociaux. Là, on a mis l'accent sur la corruption. Vous voyez, sur la corruption, etc. N'oublie pas qu'à pendant cette période, c'était la phase où il y avait les droits économiques de la population, la pauvreté était en train d'atteindre l'ensemble de la population, ainsi de suite. N'oublie pas qu'il y avait de fausses monnaies ici avec Canafer et les autres qui étaient en train de la fausse monnaie qu'on appelait à l'époque les Mikomboso, etc. Ce qui nous a poussé à dénoncer aussi
l'intrusion, la circulation de la fausse monnaie qui était à la base de l'inflation et qui impactait négativement sur la vie des populations. Les thématiques pour nous, c'était la protection des droits politiques des opposants. Deuxièmement, les questions des femmes. Il fallait protéger les femmes parce qu'il y avait des femmes qui étaient courageuses, qui venaient souvent de Massina, surtout lorsque Palu organisait ses manifestations. Les femmes étaient arrêtées, donc il fallait un suivi assez particulier. Okay. Retour de la dignité aussi, c'est que ceux qui étaient arrêtés, qui étaient à la prison centrale de Makala, ou bien ils étaient dans le service de renseignement, là, on appelait ça 3Z, derrière, non loin de la primature. Moi-même, j'ai été là-bas aussi. Et ils étaient gardés incommunicables, c'est-à-dire que sans communication avec l'extérieur. Okay. Donc, dénoncer ces arrestations arbitraires, le rendre public, contribuer à sauver leur vie. Et je pense que si certaines personnes ont eu leur vie sauve, qui ont été enlevées, c'est à cause de ces dénonciations. Et l'instrument principal pour nous a été la publication des rapports trimestriels. Tous les 3 mois, on faisait l'état de la situation des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que l'ensemble du Zaïre, en ces moments-là, tous les 3 mois. Et on faisait aussi des rapports thématiques. Les rapports sont là, historiques. Mais malheureusement, la caractéristique aussi de nous Congolais, c'est qu'on essaie toujours d'effacer l'histoire. Vous voyez, voilà. Quand Mobutu est venu, il a effacé l'histoire, il a tenté d'effacer l'histoire. L'AFDL arrive, il efface aussi l'histoire. Kabila arrive, il fait la même chose. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc cet exercice nous aide. C'est là où nous faisons cet exercice de retracer cette histoire effacée par différents régimes. Votre organisation, l'Azado, était la mieux structurée parmi tant d'autres organisations. Alors, dites-nous un peu, comment avez-vous pu vous imposer sous le régime dictatorial du maréchal Mobutu? Bon, d'abord, c'est le sérieux dans le travail. Les amis qui ont rejoint l'organisation, la majorité étaient des juristes, ils étaient tous très rigoureux dans leur travail. Les journalistes qui nous ont rejoints étaient aussi des journalistes de renom. Et vous savez, Madame Sylvie Elengue, c'est une femme de conviction sur les questions de droits de l'homme et surtout des droits des femmes. Elle est venue avec sa contribution sur ces questions de droits de l'homme. Les médecins ont contribué énormément. À un moment donné, il y a eu des vaccins candidats. Des vaccins candidats, on testait des vaccins candidats des femmes à Mamayemo à l'époque, avec des conséquences, parce que, bon, à l'époque où il y avait cette question de sida et autres, on a testé les vaccins chez les femmes à leur insu. Ça, c'est une violation grave des droits de l'homme. Okay. Une violation grave des droits de l'homme, on testait sans à leur insu. Ils ne connaissaient même pas le droit. Et puis après, je me rappelle à cette époque-là. Non, ce n'était pas de l'ignorance. Si vous voulez tester un vaccin candidat, il faut donner l'information. D'abord, la personne qui doit faire l'objet de ces tests doit le faire avec consentement. Oui. Donc un consentement écrit. C'est-à-dire que la personne reconnaît les conséquences, etc. Ça n'a pas été le cas. Vous voyez? Et ça, nous avons dénoncé cela. Et je me rappelle que les docteurs, quand il y a eu quelques femmes qui étaient mortes à cette époque-là, personnellement, je suis allé voir le docteur Nzouzi, qui était le médecin légiste de l'époque, à Mamayemo, pour soulever cette question-là. Alors, nous avons commencé à enquêter sur cette question, comme c'était très délicat, et que je pense qu'il y avait certainement, on l'a fait aussi avec un journaliste américain des Chicago Tribune, basé à Chicago, sur la question de tester les vaccins sur des femmes enceintes à leur insu. Voilà. À leur insu. Et c'était une enquête très très minutieuse. On les menait doucement, doucement. Ça nous a pris beaucoup de temps. Malheureusement, on n'a pas pu terminer l'enquête parce que l'AFDL est arrivé.
tout le monde a fui et l'enquête est là. Et ça, ce sont des Mais questions comment qui doivent étiez-vous faire. informé de cette situation? Qui vous alertait à l'époque? Nous avions des médecins qui étaient avec nous, dont je ne cite pas le nom. Et en l'absence d'un consentement formel, ça devient une violation. Mais la population est ignorante de tous ces droits-là, c'est ça le problème. Oui, mais c'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité de l'institution. Bon, à l'époque, c'était INRB, je ne sais pas si ça continue toujours. Oui, ça continue toujours. Ça continue toujours. INRB devait informer que ces femmes-là devaient faire l'objet d'un test de vaccin candidat. Je crois que c'est ça. C'est pourquoi, lorsque nous aurions un exercice de la justice transitionnelle, avec une commission justice, vérité et réconciliation, on doit établir la vérité sur ces crimes silencieux qui se sont commis dans ces pays et qui n'ont jamais fait l'objet de poursuivre. Ça, c'est des crimes. Mais lors de la conférence nationale souveraine, il y avait cette commission-là, non? Vérité, oui. Réconciliation, des trucs comme ça. Oui, la commission, nous avons participé activement à la conférence nationale. Alors parlez-nous de votre participation à la conférence nationale. Pas moi personnellement, mais nous avions... Oui, l'Azado, quand on parle de vous, on parle de l'Azado. Activement à la conférence nationale souveraine, et nous avions fourni suffisamment d'éléments sur les violations graves des droits de l'homme et droits internationaux humanitaires qui s'est passé à cette époque-là. Nous avions une banque de données. Alors, on avait une banque de données sur ce qui s'est passé. Donc on a contribué à cette commission de violations graves des droits de l'homme. Je pense que c'est Matanda et les autres qui étaient dans cette commission. Nous avions aussi fait un discours à la conférence nationale qui est devenu historique, qui retraçait toutes les questions des violations des droits de l'homme et à la fin, ce que nous avions considéré comme une contribution. Malheureusement, d'abord, pendant que la conférence nationale souveraine s'éteignait, elle a été suspendue. Elle a été suspendue, et ce qui a été maintenant à la base des événements du 16 février, la marche que nous connaissons, la marche des chrétiens. Et nous avions dans le sang. Oui, ils étaient réprimés dans le sang. Et nous avions cette répression, si elle était vraiment bien documentée, elle a été le fait de l'Azado. Parce que n'oublie pas, les seules photos qui ont été prises, qui n'ont pas été confisquées par les troupes de Mobutu, surtout à l'église Saint-Joseph, ont été les photos de l'Azado. Il y a eu deux personnes qui avaient ça. Il y avait l'Azado, il y avait aussi Ipakala, qui est le directeur du journal La Référence. Et je suis allé le voir parce que nos enquêteurs étaient à l'intérieur de l'église. Les troupes spéciales, les forces spéciales de Mobutu sont arrivées parce qu'on avait amené tous les corps de personnes qui étaient tuées à l'église. Et quand ils sont arrivés, ils ont confisqué. D'abord, ils ont bouclé l'église. Ils ont fait le contrôle de tout ce qui devait passer. Donc, ils ont pris les téléphones, les photographes, les caméras, etc. Donc, du coup, on risquait de ne pas avoir l'histoire. Et avant qu'il n'arrive, la personne de l'Azado est sortie, et c'est comme ça qu'on a eu les premières photos. Donc, vous avez échappé. Nous avons échappé. Non, il y en avait plusieurs, de l'Azado à l'intérieur avec les photos, et ainsi de suite, mais on a gardé ça. Et Ipakala avait aussi une partie. Je suis personnellement allé voir Ipakala, il a donné ses photos. Et historiquement, ces photos, je les ai données à un journaliste, Stephen Smith, qui était un journaliste français, qui les a publiées, qui les a publiées sans mentionner que c'était l'Azado. Et j'avais à cette époque-là respecté, j'ai dit, ces photos ont été prises dans des circonstances assez dangereuses. Mais si vous les sortez dans Libération, hein, vous devez mentionner les photos de l'Azado et de monsieur Ipakala. C'est ça. Et si vous regardez, vous cherchez le journal Libération, le journal français de l'époque, Libération, vous allez voir que ces photos-là sont les photos de l'Azado. Et c'est ça qui a énormément contribué à
à internationaliser cette question des massacres et ça a servi aux pressions pour que Mobutu puisse rouvrir la conférence nationale souveraine. Comment la ZADO collaborait-elle avec les médias nationaux ou internationaux? Oui, on a collaboré. Ce qu'on a fait, parce qu'on avait une commission de journalistes, dans chaque journal de l'époque, nous avions un membre de la ZADO à l'intérieur du journal. Vraiment, vous étiez une meilleure organisation à l'époque. L'avantage d'avoir quelqu'un, d'abord, c'était s'assurer que les questions des droits de l'homme sont publiées régulièrement dans chaque journal. Et si vous faites l'analyse de tous les journaux qui sortaient, les quotidiens qui sortaient, il y avait toujours quelque chose sur les droits de l'homme. Des droits de l'homme, la dénonciation, etc. Nous avions aussi un partenariat stratégique avec certains journalistes à l'étranger qui s'intéressaient aux questions politiques, aux questions de droits de l'homme. Quelles sont les actions concrètes menées par la ZADO pour affaiblir le pouvoir de Mobutu? Notre rôle n'était pas d'affaiblir le pouvoir de Mobutu.